Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électromagnétisme qui s'appelle bilan d'énergie d'une bobine. Donc on nous donne le rotationnel en coordonnées cylindriques. Et donc on nous demande dans un premier temps de déterminer le champ magnétique créé par une bobine très longue, de rayon R comportant n spires par unité de longueur, et parcouru par un courant permanent d'intensité garantie. Donc je représente ici ma bobine, d'axe OZ de longueur petit l, très très grande devant le rayon, est parcouru par un courant permanent d'intensité grand I. Donc déterminer le champ magnétique, ici on ne va pas le refaire, c'est dans mes vidéos de magnétostatique, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour la démonstration de ce calcul. Et donc on sait que le champ intérieur vaut tout simplement mu0 petit n I selon EZ, avec n le nombre de spires par unité de longueur. Donc le champ magnétostatique ici il est comme cela dans le cylindre, et le champ à l'extérieur est considéré ou admis tout simplement nul. Alors on me dit que maintenant le courant devient dépendant du temps. I de t est égal à I0 cos oméga t, et on se place dans la RQS. Déterminer une égalité sur oméga R et C pour que l'on puisse être dans cette approximation. Donc l'approximation des régimes quasi-stationnaires consiste à négliger le temps de propagation des courants ici, devant la période du courant, la période du signal. Donc ici, la période du signal, c'est t, donc il faut que tau soit très très petit devant t. Et tau, le temps de propagation, à quoi il va consister ce temps de propagation? En fait, c'est le temps de propagation pour passer d'un point ici, 1, pour atteindre le point 2 ici, puisqu'on veut que le courant en 1 et le courant en 2 soient les mêmes, pour pouvoir tout simplement considérer qu'on a bien toujours le même courant quand on va écrire mu0 ni, quand on va calculer le courant enlacé dans le théorème d'Ampère. Il faut que les courants soient dans le même état de phase pour pouvoir les sommer constructivement, si vous voulez. Donc ici, tau, c'est tout simplement le temps mis par le courant pour parcourir un cercle de ce solénoïde, donc c'est 2π R sur C. Et donc on doit obtenir que 2π R sur C doit être très petit devant la période de l'onde. Et la période de l'onde, je vous rappelle que c'est 2π sur oméga. Et donc on obtient la condition d'ARQS, qui est ici que R oméga soit très petit devant la célérité, qui est ici, petit c, c'est la vitesse de propagation des courants dans le câble. Très bien. Et donc on me dit que dans ce cas-là, dans la RQS, l'expression de B est toujours valable, mais en remplaçant I grand I par petit I de T, c'est-à-dire mu0 n I0 cos oméga T selon EZ. Voilà pour le champ B. Calculer le champ électrique E dans la bobine. Alors là, je vais aller plus vite, puisque vous avez dans l'exercice numéro 2 de ce même TD exactement le même calcul. Et donc on en déduit que le champ intérieur, ici, par étude de symétrie d'invariance, puis par équation locale de Maxwell ou par équation intégrale, on obtient mu0, alors il ne faut pas que je dise de bêtises, mais c'était mu0 moins mu0 n oméga I0 sin oméga t R sur 2 selon Eθ. Donc là, je vous renvoie à l'exercice 2, où ça a été fait proprement pour ce calcul du champ E. Donc maintenant qu'on a ça, on peut comparer les densités d'énergie électrique et magnétique. Donc là, ce sont des formules de cours. Densité volumique d'énergie. Donc on a que la densité d'énergie électrique, c'est 1/2 de epsilon 0 E carré, et la densité d'énergie magnétique, c'est égal à 1/2
de b carré sur mu0. Voilà. Et donc, on va pouvoir comparer cela, d'où ULEC est égal à 1 demi de epsilon 0 fois E carré, qui va me faire mu0 carré, n carré, oméga carré, I0 carré, sin carré oméga t. Alors il faut faire l'intégrale, je suis allé... Pardon, c'est bon, petit r carré, hein, c'est une formule locale ici, divisé par 4 du coup. Et U mag, c'est b carré sur 2 mu 0, donc ça fait mu 0 n i au carré sur 2 mu 0. Voilà. Donc pour les comparer, alors je vais réécrire ULEC. Je vais bien mettre le mu 0 n i ici au carré. On se retrouve le tout multiplié par oméga carré. Alors c'est pas vraiment le même i, c'est un sinus au lieu d'un cosinus. Bon, pour comparer les deux, ça va pas être trop gênant. On va le faire proprement. Donc ça fait mu 0 carré, n carré, i0 carré, cos carré oméga t. Et donc comme on me demande de comparer les deux, je vais diviser ULEC par UMAG. Donc quand je divise les deux, j'ai les 1 demi qui se simplifient. Il va me rester epsilon 0, les mu 0 carré s'en vont, les n carré s'en vont. Il reste oméga carré, les i0 carré s'en vont. Sin carré oméga t, r carré, divisé par le 4 ici. Et il reste un mu 0 de fait qui vient de UMAG, qui remonte. Voilà, si je n'ai pas écrit de bêtises. Et il y a un cos carré oméga t. Alors, en moyenne, la moyenne de sin carré oméga t, c'est égal à la moyenne de cos carré oméga t. Donc, si je compare les densités moyennes, ce qui a plus de sens hein, pour des grandeurs sinusoïdales, si je compare les densités moyennes, les sinus et cosinus s'en vont. Et il me reste uniquement mu 0, epsilon 0, oméga carré, r carré sur 4. Et alors, on admet, ça sera montré dans le chapitre suivant, que mu 0, epsilon 0, c'est égal à 1 sur c carré. Donc ça me fait oméga carré, r carré sur 4 c carré. Et comme on est dans la RQS et que r oméga doit être très petit devant c, eh bien on en déduit que l'énergie, la densité d'énergie électrique est très largement à la densité d'énergie, est très inférieure à la densité moyenne d'énergie magnétique. Donc toute l'énergie est stockée sous forme magnétique dans la RQS. C'est pour ça que souvent on parle d'ARQS magnétique en réalité, dans la mesure où ce sont les phénomènes magnétiques qui sont prépondérants dans ce système. Calculer le flux du vecteur de Poynting à travers le cylindre de rayon r et de hauteur petit h. Donc il faut calculer le vecteur de Poynting déjà. Donc le vecteur de Poynting c'est E vectoriel b sur mu 0. Donc pour le calculer, eh bien, on reprend nos champs. Donc ça fait mu 0 n oméga I0 sin oméga t sur mu 0 du coup fois 2 fois r, Eθ, produit vectoriel mu 0 n I0 cos oméga t Ez. Ça c'est B, mu 0 n I Ez. Et là on a mu 0 n oméga I0 sin oméga t. Et Eθ vectoriel Ez me fait ER. Donc ça me fait tout simplement, là j'ai un 2 mu 0, donc ces mu 0 s'en vont. Il me reste mu 0 n carré oméga carré I0 carré sin oméga t cos oméga t. C'est assez calculatoire.
divisé par 2 selon ER. Donc ça, c'est le vecteur de pointing, ici. Et donc la puissance rayonnée, eh bien, c'est égal à l'intégrale sur la surface fermée du pointing produit scalaire ds sur le cylindre. Et donc là, je dois décomposer au niveau de mes trois surfaces. Donc la surface du bas, la surface du haut et la surface latérale. Voilà. Ici, on me dit que le cylindre il est de hauteur petit h. Donc moi, je l'avais noté petit l, on va changer en petit h. Et donc, comme le pointing il est radial, bah, c'est l'intégrale sur S1 de pointing scalaire ds1 plus l'intégrale sur S2 de pointing scalaire ds2 plus l'intégrale sur S3 de pointing scalaire ds3 avec S1, S2 qui sont comme cela, donc des vecteurs ds1 et ds2 qui sont sortants, ce qui m'annule directement ces intégrales puisque le pointing est radial, et un vecteur ds3 ici sortant, ce qui me donne l'intégrale sur la surface latérale finalement du pointing scalaire, l'élément de surface latérale qui s'écrit tout simplement grand R dθ dz selon ER. Et donc ici, comme mon champ de pointing mon vecteur de pointing ne dépend ni de z ni de θ, ça multiplie tout simplement par 2πr petit h. Donc j'en déduis que la puissance rayonnée est égale à 2π grand R. Ça c'est le pointing en R. Hein. 2π RH fois mu0 n carré oméga carré I0 carré sin oméga t cos oméga t sur 2 ici. J'ai oublié le R, je pense qu'il manque un R. Ici, il y avait un R sur 2 dans le R, je l'ai perdu. Ici. Donc voilà pour la puissance rayonnée. On me demande d'effectuer un bilan énergétique complet. On peut partir de l'équation de pointing locale, par exemple, qui s'écrit que la dérivée de UM par rapport au temps est égale à la divergence de E vectoriel B, avec un moins, sur divergence de pointing finalement, moins J scalaire E. Ça, c'est la conservation d'énergie à l'échelle locale. Hein. Ici, J est nul, puisque je n'ai pas de matériau conducteur ni de courant à l'intérieur de mon solénoïde. Donc, je dois obtenir que dUm sur dt est égal à moins div de pi. Le pointing, je l'ai calculé. Alors, je n'ai pas la divergence en coordonnées cylindriques, donc c'est qu'on va devoir utiliser l'équation intégrale. Et donc l'équation intégrale, c'est dUm sur dt, qui est égal à moins la puissance rayonnée, moins la puissance dissipée par effet Joule, ici. Voilà, parce que la puissance rayonnée, elle sort. Donc la puissance dissipée est nulle, et donc on doit obtenir que dUm sur dt est égal à moins la puissance rayonnée, avec UEM qui est égal à Uelec plus Umag. Et donc il faudra ici maintenant calculer Uelec et Umag, qui sont les intégrales finalement sur le volume du conducteur de petit Uelec d'étau. Donc ça me fait l'intégrale de 1/2 de... Il faudrait reprendre le champ E. C'est assez calculatoire. Alors, donc on avait obtenu ça. Le tout fois le petit volume d'étau. Donc d'étau c'est R dr dθ dz. Donc
Ici, j'intègre déjà selon dθ dz, puisque c'est indépendant, donc ça me fait 2pi fois h. Le 2pi vient éliminer le 2, donc il me reste pi fois h, donc ça fait epsilon 0, mu 0 carré, pi h n carré, oméga carré, i0 carré, sin carré, oméga t, et R4 sur 4 en intégrale de R3 dr, donc ça me fait sur 16 ici, fois R4. Voilà, si je n'ai pas écrit de bêtises. Et de même, Umag, c'est égal à l'intégrale sur le volume de Umag d'étau. Et ici, étant donné que Umag, c'est l'intégrale de B carré sur 2 mu 0 d'étau, et que B est uniforme, ça fait tout simplement mu 0 ni. Donc ça me fait mu 0 carré, avec le mu 0, il reste mu 0, n carré, i0 carré, cos carré oméga t, divisé par, du coup, 2, fois le volume, donc 2pi, pi r carré h, pardon. Ce qui fait mu 0, n carré, i0 carré, cos carré oméga t, fois pi r carré h sur 2. Bon, en fait, il n'y a rien qui change, qui se simplifie vraiment ici. Donc voilà ces densités de ces énergies. Et ensuite, il faudrait les dériver pour faire apparaître, donc si avec ULEC très petit devant Umag, ensuite on pourrait calculer dUmag sur dt. Donc la dérivée du cos, ça fait moins 2 cos sin, donc ça fait moins, le 2 s'en va, ça fait moins mu 0 n carré i0 carré. Ça sort un oméga, et on a cos fois sin, cos oméga t, sin oméga t, fois pi r carré h. Et donc ça, on est censé retrouver le pointing qu'on avait au-dessus. Donc on peut vérifier que c'est bien cohérent. Ici, on a bien le cos fois le sin. Les deux se simplifient ici. Vous ne l'avez pas vu tout à l'heure. On a un oméga carré dans la puissance rayonnée. Alors, pourquoi oméga carré? Il n'y a pas de carré sur le oméga. C'est une erreur de ma part. Donc, il n'y a pas de carré sur le oméga. Donc, ça, c'est plutôt bien pour nous. Voilà, donc on a bien le mu 0, on l'a, le n carré, on l'a, le i0 carré, le produit cos sin, le oméga, le r carré h. Donc on a bien que dUmag sur dt est égal à moins la puissance rayonnée. Donc ça, c'est parfait. On a obtenu le fait qu'on a la conservation de l'énergie. On a une accumulation d'énergie, finalement. Accumulation d'énergie magnétique due au flux entrant de Poynting. Donc voilà pour cet exercice qui est assez calculatoire, comme beaucoup d'exercices de ce chapitre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.